Bien, bonjour à toutes et tous. On va commencer. Alors, on commence avec un peu de retard, mais certains l'ont déjà remarqué. Il y a des problèmes à la fois de circulation automobile, puisqu'il y a un bouchon dans le sens au moins Strasbourg-Colmar, et puis les trains qui ne fonctionnent plus entre Colmar et Mulhouse. Donc, je trouve que l'assistance nombreuse est tout à fait rassurante de ce point de vue-là, parce que je craignais que la moitié ne puisse pas arriver. Voilà, donc c'est déjà le cas. Donc merci d'être venu. Donc je vous souhaite la bienvenue bien sûr à cette nouvelle journée annuelle de réflexion éthique organisée par l'EREG. Cette année, le Conseil d'orientation a souhaité que cette journée soit consacrée au sens du soin dans le contexte actuel de crise du monde de la santé. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Une crise financière, bien sûr. Celle-là, on la connaît et on la vit à peu près tous les jours. J'ai vu dans un communiqué hier que 95 à 100% des EHPAD de la région parisienne étaient en déficit, 95 à 100%, avant qu'il y ait un rattrapage, le rattrapage soit organisé, mais 95 à 100%, ça veut dire que le modèle n'est plus fonctionnel. Et puis, je pense qu'il y a surtout une crise du désir d'engagement dans les métiers de soins, alors qu'on appelle souvent crise de la vocation. J'aime pas trop ça parce qu'on n'explicite pas toujours ce qu'on entend par vocation. Et puis c'est quand même un terme dans le domaine du soin qui a été hérité davantage du passé religieux de la fonction soignante. Donc oui, crise de l'engagement très certainement, de la vocation, non. Alors on observe depuis quelques années l'expression d'une souffrance des soignants. Elle est souvent rattachée, et ça on l'entend assez régulièrement, à une distorsion entre le sens que les soignants donnent à leur métier et la façon dont il est demandé qu'ils l'exercent. Donc ça c'est assez classique, c'est pas tout à fait le fond nécessairement de la journée, parce que je pense qu'il y a également une perte du sens du soin qui va bien au-delà de cette seule distorsion et qui elle est davantage liée à de multiples causes. Et puis ces multiples causes sont assez liées à la polysémie du terme sens. Alors je vais passer un peu par l'étymologie parce que j'aime ça, et que là en l'occurrence ça a un vrai intérêt. Étymologiquement, le mot de sens a hérité d'une double origine, vraiment très différente. Alors d'un côté le latin sensus, qui vient de sentirer, qui est déjà lui-même très polysémique, puisqu'il signifie à la fois la perception, la sensation, les cinq sens, mais aussi la manière de sentir, de penser, de concevoir, et puis l'idée, la signification d'un mot, le sens d'un mot. Et puis de l'autre côté, ce qu'on sait un peu moins, il y a aussi une origine germanique extrêmement qui vient, elle, de sino et qui signifie direction. Le sens entendu comme direction, comme orientation. Et plus abstraitement, mais assez rapidement dans le gothique, l'entendement, la raison, l'intelligence. Donc, ce qu'on retrouve dans un terme gothique, simba, et qui se traduit par l'usage actuel du bon sens. Le bon sens vient de là. Alors, dès le Moyen-Âge, les deux étymologies, les deux racines du mot sont très largement entremêlées, et ça explique les multiples significations du mot sens. Alors, en référence aux soins et puis surtout au thème de la journée, je vais en retenir trois. Donc je pense qu'ils sont trois aspects de la crise du sens dans le soin et que je vais brièvement déplier. Alors c'est le sens entendu comme faculté de percevoir des sensations, donc celui des cinq sens. Le sens de la direction, l'objectif du soin en l'occurrence. Et puis le sens du pourquoi, de la faculté de juger, de comprendre, d'apprécier le soin dans sa singularité. Et sans être perdu, je pense que le sens dans ces différentes significations a quand même est actuellement en crise dans le système de santé actuel. Alors le sens entendu dans le sens de la sensation, celui des cinq sens, soigner a signifié de tout temps avoir des sens en éveil. On touche, on sent, on regarde, on écoute, et même jusqu'au XVIIIe siècle, on goûte.
en l'occurrence les urines, c'est heureusement une époque révolue, pour différencier en cas de polyurie un diabète insipide et un diabète sucré, hein, ça, le terme le dit bien, et bon, heureusement ça a disparu, mais par contre, ce sont les sens qui nous permettent effectivement de percevoir l'autre qui se confie à nous. Si on n'est pas en contact avec lui, je ne vois pas très bien comment on peut le soigner. Mais ces dernières années, les autres sens que le goût ont également été progressivement mis en veille partielle. Le toucher, alors déjà en déclin de longue date, il a subi le plein fouet la crise du Covid. Et on le touche maintenant préférentiellement avec une main gantée, même dans les situations où ce n'est pas recommandé sur le plan hygiénique. Et puis l'examen clinique devient plus sommaire, réalisé le plus souvent à travers les habits, hein, surtout pas trop toucher la peau. Et on ne serre plus spontanément les mains en guise de salut ou de solidarité. Donc là, le toucher, le regard accordé au patient par le soignant doit être de plus en plus partagé avec des écrans d'ordinateur et qui sont devenus omniprésents dans la relation thérapeutique. Hein. Il suffit de voir un peu comment se font les interactions. Il y a besoin de noter énormément de choses et donc l'interaction se fait également à travers l'ordinateur. L'écoute. Alors l'écoute, c'est devenu un luxe non tarifé dans la T2A. Je ne pouvais pas m'empêcher de le dire, mais une thèse en médecine générale publiée en 2012, hein, qui est montrait que le temps dont dispose le patient pour expliciter le ou les motifs de sa consultation était en moyenne de 85 secondes, ce qui laisse quand même relativement peu de temps pour dire clairement ce qui ne va pas. Les odeurs, elles aussi, ne font plus partie vraiment de l'examen clinique, hein, et j'ai pu constater à la fin de ma carrière qu'il n'y a plus personne qui recherche l'odeur de pommes de reinette de la naine, caractéristique de l'acétocétose. Mais pour ça, il faut s'approcher du patient de façon assez intime, et ça devient extrêmement difficile. Donc ce moindre usage des sens, c'est le reflet sociétal globalement d'une prise de distance par rapport au corps entendu comme chair, hein, ça c'est... Même si on l'affiche partout, il y a quand même une vraie prise de distance par rapport au corps. Mais c'est aussi le reflet plus professionnel de la part prise par la technique qui crée finalement un écran entre le soignant et le soigné. À quoi bon regarder le patient réel si on peut le voir virtuellement coupé en tranches sur un scanner ou une IRM. Donc vraiment une crise de l'usage des sens, et il faudra à un moment ou à un autre pouvoir la réfléchir, surtout que l'intelligence artificielle va encore rajouter une couche supplémentaire. Le sens de la direction, l'objectif du soin, là aussi, soigner, c'est aller vers un but. Et ce but s'est sensiblement transformé au cours des décennies passées. Il a été longtemps de guérir, hein, et de sauver la vie. Vraiment, ça a été le premier objectif. Et le premier code de déontologie médicale disponible, celui de 1947, celui qui a été établi pendant la guerre, a disparu. Mais il traduit cette priorité donnée au maintien de la vie, et je vous lis l'extrait, à avoir le souci, c'est le devoir du médecin, d'avoir le souci primordial de conserver la vie humaine, même quand il soulage la douleur. Entendu, la vie prime sur la souffrance de la personne. C'est très clairement ce que dit ce texte. En 1955, le médecin doit aussi respecter la personne humaine, autant que la vie. Bon. Et puis, jusque dans les années 2000, où le respect de la dignité du malade, qui prend le relais du concept de personne humaine, qui était quand même assez flou, peut conduire à limiter et arrêter les traitements, les thérapeutiques, lorsque on considère qu'il y a une obstination déraisonnable, ou même de raccourcir la vie si c'est le prix à payer pour soulager les souffrances. Hein. Donc ça, c'est la loi Leonetti, l'acceptation du double effet, priorité donnée au traitement des souffrances, même si le traitement conduit à raccourcir la vie. Le primat de la guérison, donc, ne peut plus être le paradigme du soin. Lorsqu'on sait le nombre croissant, notamment de malades porteurs de maladies chroniques, incurables, mais qu'il faut bien sûr accompagner. Et c'est très certainement dans ce virage-là de l'accompagnement des incurables, qui sont devenus de plus en plus nombreux grâce au progrès de la médecine,
Et encore, ce virage-là est encore en grande partie, à mon avis, en chantier. Et l'incompréhension, voire la souffrance qui peuvent émerger lorsque l'objectif de soin n'est pas clair, donc lorsque la direction n'est plus donnée, et que l'on s'obstine à mettre en œuvre des moyens déraisonnables de guérison dans des situations où il s'agit avant tout d'accompagner, c'est là que la souffrance émerge. Et ça, c'est donc une crise du sens entendu comme direction. Troisième crise, le sens du pourquoi, du bien fondé du soin dans sa singularité. Bon, ça, je passe rapidement, mais c'est plus classiquement connu. Le sens et l'essence du soin, hein, désolé qui a un engagement singulier envers l'autre, celui qui est en position de vulnérabilité, il vous confie son symptôme, il attend de vous que vous puissiez l'aider. Soigner, c'est sans cesse s'interroger sur le pourquoi de notre action. Et là, je me réfère aux théoriciennes du CARE. Quels sont les besoins de cet autre qui se confie à moi? Première question, c'est le caring about, hein, se soucier d'eux, inscrit par Tranto dès le début de la réflexion sur le CARE. Quels moyens puis-je mettre en œuvre pour y répondre? Le taking care of, prendre en charge. Comment le soin va-t-il être réalisé? Donc ça, c'est le caregiving. Et puis, ce soin correspond-il bien à l'attente du patient? C'est le care receiving, recevoir le soin. C'est vraiment les piliers du soin. Et c'est bien que ça a été rappelé dans toute la philosophie du care. Il faut, pour déployer ce soin, des compétences. Hein, c'est effectivement le caregiving. Une qualité du faire, hein, qui, elle, est la plus valorisée pour peut-être moins de problèmes parce qu'elle est valorisée et donc financée. Enfin, elle est financée et donc valorisée. Mais également une qualité du savoir-être, souvent négligée dans une évolution très technicienne du soin, puisque c'est avant tout à la technique qu'on se réfère lorsqu'on finance notamment les hôpitaux. Le sentiment de ne pas faire correctement son travail, de ne pas produire l'ensemble des qualités inhérentes aux soins, c'est ce que Christophe Desjours appelait la qualité empêchée, Yves Clot également. Et ça génère vraiment une frustration et une souffrance des soignants. Il faut également, pour réaliser un soin singulier, c'est là que je vais terminer, disposer d'espaces collectifs de réflexion. C'est-à-dire que pour adapter le meilleur soin au patient unique auquel il s'adresse, pour définir quel est pour lui et pour les soignants qui l'accompagnent le sens du soin, il faut effectivement ces espaces collectifs, et ces espaces de discussion ont été progressivement réduits, voire supprimés dans certains services, car jugés accessoires. Donc là aussi, on a une crise du sens en tant qu'intelligence du soin. Alors on comprend bien que dans ce bref survol de cette question du sens, que les crises sont multiples, et on ne va bien sûr pas les aborder tout aujourd'hui, mais il faut les garder à l'esprit. Il n'y a pas que le soin empêché, qui est déjà une partie extrêmement importante de la chose. S'il y a une perte de sens dans l'exercice d'un métier, la source de cette perte ne doit pas être recherchée uniquement à l'échelle de l'individu. Ça, c'est souvent le réflexe. Hein. Si ça ne marche pas, c'est que c'est mal organisé. Et ça, si on ne l'a pas entendu, enfin dans ma carrière, si je ne l'ai pas entendu, je ne sais pas combien de fois, ça en faut plusieurs centaines de fois par an. Si ça ne marche pas, on fait de l'organisation, ça ira mieux. Non, le sens du soin, c'est avant tout social et politique. Les relations entre les individus ont un sens collectif. Seule la façon dont la société se construit, la place du soin, de la relation de l'individu à la... Non, qu'est-ce que je dis? Pardon, je me suis perdu. De la relation de l'individu, de la relation à la vulnérabilité de l'autre, déterminera le sens qu'elle veut bien accorder aux soins à la société. C'est ce qu'ont bien montré les philosophes de la vulnérabilité, du CARE, et que Carol Gilligan rappelait dans Le Monde différent. Notre incapacité de réfléchir aux soins en d'autres termes ne renvoie pas à son échec, donc pas à un échec individuel, mais à une contrainte relevant du social. Et une vision persistante du soigné producteur de soins auprès d'usagers autonomes dans des établissements tarifés à l'acte, préoccupés du flux et du taux d'occupation des lits, nous éloigne du sens premier du soin, celui du souci de la préoccupation vis-à-vis de la santé, du bien-être moral et matériel du patient, toujours vulnérabilisé. Il est certes autonome, mais aussi vulnérabilisé. Et cela est vrai dans tous les domaines de la santé, sous des noms divers. Hein. Ça peut être le pathologie. Enfin, on a inventé des formes multiples pour dire cette chose inacceptable.
Alors on va se proposer d'étudier cette question au courant de la journée et on va commencer cette journée avec le docteur Ruhlmann, hein, qui va partir de son expérience de médecin inspecteur régional du travail pour nous parler de psychodynamique du travail, de son apport sur la compréhension de cette question, du sens source de plaisir, mais aussi source de souffrance lorsqu'il disparaît.